l'explosion du racisme anti-blanc et du racisme anti-français. Je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes qui dont la peau est blanche. Ça fait des années que le racisme anti-blanc est nié. Le récent morceau outrancier d'un rappeur jusque-là méconnu a relancé en France le débat autour du racisme anti-blanc. Usuellement champ réservé de la droite ou de l'extrême droite, cette notion est âprement débattue entre ceux qui estiment que le racisme ne peut pas s'exercer contre les représentants d'une ethnie ou d'un peuple majoritaire, en l'occurrence les Blancs en France, et ceux qui pensent au contraire qu'il y a une forme de violence en provenance des enfants d'immigrés contre le peuple qui les accueille, une violence souvent liée à la religion, preuve de la non-intégration de ces minorités. Alors que la Cour d'appel de Paris a retenu en 2014 la circonstance aggravante de racisme dans le cas d'une agression où les insultes « sale blanc » et « sale français » avaient été proférées, que faut-il croire? Bonjour Éric Fassin. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8. Alors le racisme anti-blanc existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que le racisme? Le racisme, c'est pas simplement le fait que des individus insultent ou injurient ou agressent physiquement des personnes en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur race, entre guillemets. C'est aussi qu'il y a premièrement une dimension historique. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a reconnu le motif d'antisémitisme dans l'affaire Ilan Halimi en 2006? Eh bien parce que les agresseurs disaient « tous les juifs sont riches ». Ça s'appuyait sur une représentation historique qui est au centre de l'antisémitisme. Deuxièmement, il y a une actualité. On a aujourd'hui, par exemple, une grande enquête de l'INED et de l'INSEE, qui est l'enquête Trajectoire et Origine, qui montre que, effectivement, bien sûr, il peut y avoir des gens qui subissent des insultes alors qu'ils appartiennent à la population majoritaire. Néanmoins, ça n'est pas accompagné par le fait d'être victime de discrimination, par exemple, dans l'accès au logement ou bien dans l'accès à l'emploi. Autrement dit, ça ne résonne pas avec d'autres expériences sociales de discrimination. Et troisièmement, il y a aussi une dimension politique. Lorsque, par exemple, on injurie des Roms, eh bien, ça résonne avec le fait qu'il y a un discours public, que l'État a une politique qui vise spécifiquement les populations roms. Donc, le racisme, c'est toute une histoire, c'est toute une société et c'est toute une politique. Mais alors, dans ce sens, Éric Fassin, il y a une réalité de violence exercée à l'encontre de ce qu'on a appelé à ce micro le peuple majoritaire, en l'occurrence des gens français dont la couleur de peau est blanche. Ça existe dans les quartiers où ces populations sont mises en minorité par rapport à des populations migrantes ou de première ou de deuxième génération. Est-ce que c'est pas un peu pinailler sur les mots que de ne pas dire finalement il y a du racisme anti-blanc dans ces quartiers où les blancs sont minoritaires? Il n'est pas question de racisme anti-blanc dans les sciences sociales, il est question de racisme, et le racisme, ça a à voir avec la domination. C'est-à-dire que c'est pas simplement des individus, c'est une structure. Il y a une dimension systémique, parce que nous avons tendance, et c'est en particulier ce que fait le droit et le droit pénal, à considérer qu'il n'y aurait que des individus. En réalité, pourquoi parlons-nous de racisme? Eh bien parce qu'il y a du racisme, mais parce qu'il y a toute une histoire dans laquelle nous sommes pris. Nous ne parlons pas dans le vide, c'est l'intérêt des sciences sociales que de rappeler qu'il y a des contextes. Est-ce que justement on ne peut pas prendre en considération cette histoire dans le racisme anti-blanc, dans le fait que bien les blancs ont été la population colonisatrice et qu'il y a donc une sorte d'inversion des valeurs, de retournement contre l'oppresseur? Il y a surtout tout un discours sur le racisme anti-blanc. L'expression, elle vient de l'extrême droite depuis, par exemple, Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, mais aussi La Griffe, un groupe proche du Front National, qui est entré dans le discours commun. Par exemple, dans le journal Le Monde en 2005, à propos de violences qui s'est exercée contre des jeunes gens, et la question est de savoir, est-ce que c'est parce qu'ils étaient blancs? Et ça a donné lieu à un manifeste contre les ratonnades anti-blanc, et on voit qu'effectivement, il y a, de ce point de vue, une volonté d'inverser les choses, de dire qu'au fond, tout est pareil, que l'histoire coloniale ou bien l'histoire postcoloniale, ce serait la même chose, d'un côté et de l'autre, ce serait du racisme. En réalité, ce qu'on nous présente comme un universalisme, c'est-à-dire toute parole raciste et répréhensible, ce qui est vrai bien sûr, eh bien, ça permet d'effacer la réalité des rapports de pouvoir, c'est-à-dire le fait que tout le monde, par exemple, ne risque pas de la même manière de se voir refuser un emploi ou bien d'être contrôlé abusivement par la police. La discrimination, ça n'est pas simplement A qui discrimine B, c'est A qui discrimine B parce que dans notre société, les A sont en position
de discriminer les B. Donc le fait d'être exposé aux discriminations, eh bien par exemple, ce n'est pas mon cas. Je ne vais pas, en tant qu'homme blanc, me retrouver confronté au risque de ne pas être employé ou de ne pas avoir un logement en raison de qui je suis. L'expérience minoritaire en France, aujourd'hui, l'expérience de discrimination, c'est de subir certaines expériences en raison de ce qu'on est, pas de ce qu'on fait. Mais cette expérience minoritaire, ce n'est pas une expérience que peuvent faire justement les gens qui sont pourtant de la population majoritaire, mais qui sont mis en minorité dans certains quartiers. Lorsque, par exemple, on est blanc dans un quartier où il y a peu de blancs, eh bien, il existe tout un monde qui s'appelle la France, où on est majoritaire, même si dans son quartier, on est minoritaire. Ça veut dire qu'il faut trouver une nouvelle terminologie ? Parce que ces réalités, ces violences-là, elles existent, elles sont ressenties par un certain nombre de personnes qui vivent dans ces quartiers-là. Eh bien, qu'il y ait des injures, qu'il y ait des agressions, bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de les appeler racisme ? En les appelant racisme, qu'est-ce qu'on fait ? Et l'extrême droite ne s'y est pas trompée en important dans notre vocabulaire un racisme anti-blanc. Eh bien, c'est une manière de nier la réalité du racisme. Si on veut combattre le racisme, on n'a pas intérêt à appeler tout et n'importe quoi du racisme. Il est très important, au contraire, de montrer qu'il y a une spécificité de ce que c'est que le racisme, qui inclut d'ailleurs l'antisémitisme. S'il est possible de discriminer des personnes en fonction de leur origine coloniale, entre guillemets, eh bien c'est parce qu'il y a une histoire coloniale. S'il est possible de faire entendre un discours antisémite, c'est parce qu'il y a toute une histoire de l'antisémitisme. Que faut-il penser dans ce sens, Éric Vassin, de ces arrêts de la Cour d'appel de Paris ou de Lyon qui retiennent la circonstance aggravante de racisme contre des victimes qui ont subi des agressions avec des termes comme sale blanc, sale français, c'est-à-dire en raison de leur couleur de peau? La justice s'est prononcée parce qu'il y avait une plainte. Et que cette plainte était appuyée par une association antiraciste, la LICRA. C'est tout récent. C'est pour la première fois en 2014. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la logique même du droit, c'est le droit réinterprété aujourd'hui dans un contexte politique où on s'est mis à parler de plus en plus, y compris des figures politiques, comme par exemple Jean-François Copé, mais comme beaucoup d'autres, se sont mis à parler de racisme anti-blanc. Donc, de ce point de vue-là, la justice n'est pas étanche, elle est sensible au discours de l'époque, mais aussi, en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est que le rôle d'une association antiraciste est important parce que tout le monde ne dit pas la même chose. La plupart des associations antiracistes sont en désaccord complet avec la LICRA. Mais malgré tout, dans ce contexte précis, la justice est prête à entendre la LICRA. S'entêter à ne pas vouloir parler de racisme anti-blanc, ça n'est pas d'une certaine manière faire le jeu du discours d'extrême droite qui dit regardez, il y a un aveuglement médiatique, on n'a pas le droit de mettre des mots sur une réalité sociale. À titre personnel, je considère que emprunter son vocabulaire à ceux qu'on veut combattre, c'est le moyen de perdre. Donc la question, ça n'est pas de nier qu'il puisse y avoir des agressions, qu'il puisse y avoir des insultes, même si elles ne sont pas si importantes comme le montre l'enquête de l'INED et de l'INSEE, trajectoire et origine. Ça n'est pas si important. Toutefois, c'est une réalité. Eh bien, c'est beaucoup moins, c'est plusieurs fois moins que l'expérience des gens qui appartiennent à des groupes minoritaires. Et d'abord, c'est fondé sur la déclaration, ce qui, bien entendu, tempère un petit peu l'analyse quantitative. Mais quand même, je crois qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a rien. La question, c'est comment on veut l'appeler. Est-ce que on a intérêt à appeler ça du racisme? Qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd? Il est certain, en tout cas, que l'extrême droite y gagne. Puisque c'est son vocabulaire et qu'elle a tenté de l'imposer, je ne suis pas sûr que l'antiracisme y gagne. Merci beaucoup Éric Vassin. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 8. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Ça n'a pas de sens. Mais en revanche, c'est très présent dans le discours public. On en parle beaucoup. Il y a donc un écart entre ce que racontent les disciplines scientifiques et ce dont on parle dans le débat public. Mais bien sûr, il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des agressions. Est-ce qu'on a besoin d'appeler ça du racisme, quand bien même on me dirait sale blanc? Les sciences sociales, de ce point de vue, sont très attentives à dire si on commence à reprendre à son compte le discours de l'extrême droite, qui nous dit qu'au fond, tous les racismes, ça se vaut, eh bien, on est en train de nier la réalité de l'expérience d'une partie importante de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et dire qu'au fond, traiter de sale blanc ou traiter de sale noir, c'est la même chose, c'est faire comme si, quand on dit sale blanc, ça résonnait avec toute une histoire,
avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques. Je n'entends pas de discours politique anti-blanc. Je ne vois pas de discrimination à l'embauche ou au logement pour les Blancs. Je ne vois pas de contrôle au faciès pour les Blancs. Donc, les expériences sociales ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce que fait la justice, c'est qu'elle dit c'est une circonstance aggravante. Mais elle le fait depuis quand? Depuis 2014, pour la première fois. Et elle l'a fait à 2 occasions. Alors pourquoi la justice dit-elle autre chose à partir des mêmes lois? Eh bien parce qu'il y a un contexte. Dans les années 80, qui parlait de racisme anti-blanc? Jean-Marie Le Pen, ou bien des proches du Front National. Politique française, meeting du Front National hier à Paris, monsieur Jean-Marie Le Pen a annoncé la création d'une ligue contre le racisme anti-français. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2005? C'est qu'on a eu, par exemple, le journal Le Monde qui a consacré un article au racisme anti-blanc à l'occasion d'un affrontement qui avait mal tourné. Et on a eu un manifeste contre ce que les auteurs sont allés jusqu'à appeler une ratonnade anti-blanc, c'est-à-dire reprendre un vocabulaire colonial pour l'inverser. Donc, il y a ce contexte qui a pris de l'importance dans les années 2010, avec non seulement des personnalités politiques, comme Jean-François Copé, qui parlent de racisme anti-blanc, mais aussi des associations antiracistes, où en particulier la LICRA, va jouer un rôle important pour dire, après tout, on ne veut pas savoir la couleur des gens quand on se bat contre le racisme. Tout cela, c'est la même chose. Ce qui rend possible pour la justice, donc, de commencer à considérer qu'il y aurait une circonstance aggravante lorsque on dit sale blanc, eh bien, c'est tout un contexte social. Être minoritaire, c'est pas seulement une question statistique. C'est pas combien il y en a. C'est des rapports de pouvoir. Même si je suis dans un quartier où je suis le seul blanc, ça ne veut pas dire que je vis en dehors de la société. Or, je vis dans une société où, si je regarde par exemple la liste des présidents de la République, le visage des ministres, eh bien, je n'ai pas l'impression que les Blancs soient aujourd'hui une minorité, non seulement en termes statistiques, mais aussi en termes politiques. Qu'il soit parfois compliqué d'être minoritaire dans un quartier, bien sûr, mais est-ce que c'est ça le véritable problème ou est-ce que c'est le déclassement social que peut représenter le fait d'être mélangé aux plus pauvres des plus pauvres? Aujourd'hui, en France, l'expérience minoritaire, eh bien, c'est une réalité. Il y a des gens qui risquent plus que d'autres, face à l'emploi, face au logement, face à la police. Eh bien, on peut appeler ça une agression.